Monde numérique. Et les documents anciens, c'est là qu'on aborde l'IA, c'est qu'on va pouvoir demander au logiciel de transcrire automatiquement ces documents anciens. Et donc ça va permettre de retrouver l'intégralité du document que parfois on n'arrive pas à lire. Directement, l'outil est capable, lui, de déchiffrer ces données. Bonjour François Leraubourg. Bonjour. Vous êtes créateur du logiciel Généatique. On se retrouve au salon de la généalogie à Paris, à la mairie du 15e. Généatique, c'est un logiciel qui existe depuis combien de temps ? Presque 40 ans qu'on a créé la première version du logiciel. Oui, on a commencé au siècle dernier. C'était les Minitel, c'était les disquettes. On a commencé comme ça à se faire connaître, à transmettre une version du logiciel. Et on a démarré comme ça des généalogistes amateurs qui se sont mis de passion à la généalogie. Alors, il s'est modernisé ce logiciel. Vous allez nous expliquer notamment comment vous intégrez aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais avant cela, le concept même du programme, c'est quoi ? À quoi ça sert ? C'est un logiciel pour organiser l'arbre généalogique. L'idée, c'est que vous allez avoir des actes, vous faites vos recherches, vous trouvez des noms, des prénoms. Ça fait beaucoup de personnes, beaucoup de données à manipuler. Eh bien, dans l'écran du logiciel, on va pouvoir avoir des cases pour chaque personne. On va comme ça enregistrer les parents, les grands-parents, les photos, les notes, les sources. Et les documents anciens, c'est là qu'on aborde l'IA, c'est qu'on va pouvoir demander au logiciel de transcrire automatiquement ces documents anciens. Et donc ça va permettre de retrouver l'intégralité du document que parfois on n'arrive pas à lire. Directement, l'outil est capable, lui, de déchiffrer ces données. Alors par exemple, si je trouve un acte très ancien, illisible, je peux arriver à le comprendre ? Ça peut être un acte en latin, ça peut être un acte, par exemple un acte alsacien, il y a de l'allemand, mais c'est pendant la Révolution française. Ça peut aussi être un document, vous avez des ancêtres en Pologne. La Pologne, à cette époque, peut-être c'était la Russie, donc des documents en cyrillique, assez difficiles finalement à déchiffrer. On peut demander à Généatique de faire la transcription intégrale, donc avec l'orthographe d'origine. Et ensuite, on a aussi intégré la traduction. Donc un document qui était en latin se retrouve en français, un document en latin aussi, enfin en allemand, pardon. On peut aussi l'avoir en français, pourquoi pas. C'était un point de blocage, ça, pour les généalogistes amateurs, le décryptage des documents anciens. C'est un passage obligé de prendre ces documents originaux. Parfois, les gens me disent « Ah non, moi les documents, je m'en occupe pas. » Ah mais non, il faut absolument les regarder, ces documents. Il faut les trouver, il faut les déchiffrer. Et le déchiffrage n'est pas toujours évident. C'est ce qu'on appelle la paléographie. C'est de retrouver l'orthographe comme ça et le déchiffrage de ces documents anciens. Donc c'est très intéressant d'avoir ces documents anciens, évidemment, transcrits. Et après, c'est évidemment intéressant de l'avoir la traduction. Parce qu'un document en allemand, un document en cyrillique, je ne suis pas très à l'aise. Donc par exemple, je vais dans des mairies très loin, un peu partout en Europe, je demande accès aux documents, je prends des photos et ensuite je rentre et je mets tout ça dans le logiciel, c'est ça ? Mais aujourd'hui, vous avez accès aux archives en ligne. Ah oui. Donc évidemment, c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. Oui, c'est un peu bête ce que je dis. On est évidemment sur Internet. Vous savez, le monde numérique, ça existe. Tout est numérisé. De plus en plus. Partout. Tout à l'heure, j'ai vu une personne là qui est sur le salon de Paris, de la Hongrie, des archives nationales de la Hongrie, et ils sont en train de numériser effectivement les archives. Il y a encore des choses qu'il faut aller chercher à la main parfois. Mais ce qui est numérisé est donc accessible en ligne aujourd'hui. Donc on peut bien sûr peut-être photographier son nom de famille, l'avoir repéré, mais pas être capable de déchiffrer l'intégralité du document. Donc là, du coup, avec la transcription intégrée au logiciel, je ne sais pas le lire, mais je sais le déchiffrer finalement à travers l'outil. Qui utilise aujourd'hui un logiciel comme le vôtre ? Alors c'est principalement des particuliers, des gens comme vous et moi qui sommes passionnés de généalogie. Enfin vous, je ne sais pas encore, mais c'est ça l'idée, de se passionner, faire ses recherches en famille. Évidemment, on a un grand-oncle, des cousins, des petits-neveux qui peuvent s'intéresser un peu à la famille. Mais tout ça, ça peut du coup être intéressant de le mettre en image, de mettre les photos, de mettre les documents, de mettre les noms, les anecdotes et de partager. On peut faire son livre après, de famille, et pouvoir le partager, pouvoir le transmettre aux enfants, aux petits-enfants. Est-ce que tous les documents qu'on trouve en ligne sont fiables ? Alors, évidemment, on trouve plein de choses en ligne. On trouve des bases de données qui sont des généalogies qui ont été partagées, qui ont été créées par des utilisateurs. Et ces bases de données, forcément, il y a des erreurs, l'erreur est humaine. Donc on trouve des données qui peuvent être intéressantes, mais à vérifier. Donc la vérification, c'est bien sûr en passant par les documents généalogiques originaux. Il faut vraiment refaire l'enquête à chaque étape, déchiffrer le document et vérifier que ça concorde. Une date, un lieu, des patronymes. L'orthographe peut être un peu différente. Les noms peuvent avoir varié dans le temps. Parfois, une même personne a un nom écrit différemment sur 2 actes. Tout ça, il faut l'analyser, il faut le comparer, et comme ça, on avance dans son arbre généalogique.
Alors c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet, mais on peut aussi diffuser soi-même des informations. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement au fait de envoyer comme ça facilement sur les réseaux des informations qui sont assez personnelles en fait, la famille, la filiation, la profession même parfois. Ça c'est donné au fait. Et bon, on fait beaucoup de recherches généalogiques. C'est très tentant de partager tout ce qu'on a trouvé comme recherche, de mettre les photos, de mettre les dates, les actes et les lieux. Mais attention, les données personnelles, il y a un règlement qui s'appelle le RGPD, peut-être on a entendu parler de la question. Donc on est quand même attaché à ce que l'on va publier sur Internet. On fait attention, on ne publie pas n'importe quoi. On va faire attention à ces photos des contemporains. On a mis les neveux, on a mis les cousins, on a mis l'anecdote qui dernier, on a mis peut-être un problème de maladie. Enfin, ces données sont protégées et donc on ne doit pas les partager. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes sur Internet très intéressantes pour partager les aïeux, les lointaines recherches qu'on a pu faire. Mais on va plutôt se limiter justement aux anciens, aux générations précédentes. Mais tout ce qui est contemporain, on va plutôt le laisser en local sur des outils informatiques, des logiciels, parce que là, les données sont stockées chez soi en local. Et là, c'est quand même la meilleure sécurité qu'on puisse trouver. Et même si on les partage sur des plateformes avec des codes d'accès qu'on ne donne qu'à certaines personnes? Alors, bien sûr, les données vont être masquées. Mais pour autant, elles sont hébergées sur des serveurs qui peuvent être déportés aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de grosses sociétés qui déploient leurs serveurs aux différents coins du monde. Donc les données personnelles, moi je préfère qu'elles soient stockées dans mon ordinateur plutôt qu'à l'autre bout du monde. Vous avez des exemples de cas où le logiciel, mais même l'IA qui est derrière, vous a permis de lever des mystères, de mieux comprendre certaines choses? En fait, intégré au logiciel, il y a aussi le contrôle de cohérence par rapport aux âges. Et ça, le logiciel analyse aussi et vous met en alerte. Si vous avez saisi une année qui n'est pas cohérente, vous êtes trompé de siècle, vous avez mis que 3 mois d'écart entre deux enfants dans la naissance, il y a quelque chose de louche. Généatique vous dira, attendez, là il y a un truc, là, cette mère qui a eu 2 enfants à 3 mois d'intervalle, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc Généatique vous alerte et parfois l'utilisateur s'en est pas rendu compte. Il a fait sa saisie comme ça et puis il est passé d'un autre système, il est arrivé dans Généatique et Généatique lui dit, hey, attention, là, cet endroit, il y a apparemment un problème sur la branche de la personne. Ouais, et ça, c'est le logiciel qui effectivement le détecte automatiquement. Alors après, bon, là, c'est intégré dans le logiciel, donc c'est pratique, mais je veux dire, si je mets la photo dans le ChatGPT, est-ce qu'il fera le même travail? Alors ChatGPT, il est capable de documenter une photo. Il est capable de vous accompagner un tout petit peu sur la les photo chiffrages. d'un acte officiel. Oui, non, la problématique des IA qui sont génératives et gratuites, c'est que vos données personnelles sont complètement exploitées par ces moteurs. Alors qu'ici, dans Généatique, on a un contrat, nous, en tant qu'éditeur, et on paye ces IA, on a un contrat qui fait que ces données ne sont pas réutilisées. Et elles ne servent pas à entraîner les robots, les moteurs. Donc c'est très différent entre utiliser l'IA gratuite et l'IA de Généatique. Combien coûte aujourd'hui votre logiciel? Eh bien, Généatique, il y a une version gratuite pour essayer, parce qu'il faut démarrer, il faut essayer pour voir les choses. On peut créer comme ça 50 personnes pour voir un petit peu les choses, faire plusieurs branches. Et puis après, on a une version classique ou Prestige, Prestige qui est à 99 € et qui est illimitée dans le temps. Et ce logiciel, vous le distribuez toujours à l'ancienne, je dirais. Hein, c'est-à-dire qu'on l'achète, on le télécharge et puis on peut s'en servir pendant 20 ans? Bon, alors c'est à l'ancienne, mais malgré tout sur les stores, aujourd'hui sur Microsoft Store, on a l'accès au logiciel, mais pas que, on a aussi bien sûr la possibilité de l'installer depuis un Mac, depuis Linux. Aujourd'hui c'est le même logiciel qu'on a sur ces différentes plateformes, mais c'est vrai qu'en termes de modèle économique, on n'a pas voulu forcer l'utilisateur à avoir un abonnement. Aujourd'hui on préfère avoir une licence, le client l'achète, l'utilise, et chaque année on lui fait des propositions nouvelles, des nouvelles fonctionnalités, et ça lui permet comme ça d'avoir peut-être le choix de pouvoir la fonction nouvelle chaque année, s'il le souhaite. Et vous envisagez d'autres développements dans le futur ? On a plein d'idées. On a des services complémentaires au logiciel. Je fais beaucoup de vidéos aussi parce qu'il faut apprendre à utiliser le logiciel. Ça devient un très très gros logiciel. Donc tous les mois, avec les adhérents chez nous, on leur propose des formations, des accompagnements personnalisés pour le logiciel. Vous avez combien d'utilisateurs ? Des dizaines de milliers de personnes qui renouvellent chaque année leur licence. Ça représente des centaines de milliers de personnes qui l'ont utilisé, qui l'utilisent encore, qui l'utilisent parfois, qui font des pauses, qui le reprennent. Voilà, c'est la généalogie, ça peut être des périodes de vie. Hein. Parfois, on s'arrête, on reprend la famille, la maladie, toutes ces choses qui peuvent arriver et on se débrouille. Merci beaucoup, François Leraubourg de Généatique. Merci.